Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Ça va bien aujourd'hui? Oh que oui, ça va bien aujourd'hui. Oh que oui, hein? Aujourd'hui, c'est un moment très particulier pour vous. Oui, vraiment. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir. Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget, on a le plaisir d'animer ce balado Au-delà des limites, qui est une conversation d'1 heure qui est ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Cependant, on met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, on reçoit une personne qu'une certaine journaliste sherbrookoise, Catherine Foisy pour la nommer, a décrit à un moment donné, quand elle a eu à l'introduire, qu'il était impressionnant, humble et passionné. Alors, on va essayer de vérifier au cours de la prochaine heure si ce communicateur touche-à-tout culturel, maître du balado et de surcroît journaliste à la presse, sûrement que j'en passe un peu, qui, dans son adolescence, a eu à subir une amputation à une jambe, se définit bel et bien par ces 3 qualificatifs. Bonjour, Dominique Tardif. Bonjour, Francine. Passionné, assurément, humble. Mais on verra, là. Vous me le direz à la fin de notre entretien. Ben oui, si vous jugez que je corresponds à cet adjectif. Laissez-nous donc juger. En autant que tu te reconnais. Je me reconnais dans passionné, assurément. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui. Alors, Dominique, on va commencer par ta bio un peu pour situer les gens. Parce que tu es ici pour, oui, ce que tu fais, mais on veut connaître davantage de toi parce que tu as beaucoup de choses qui circulent sur le web, les médias sociaux, etc. Mais on ne connaît pas beaucoup Dominique Tardif pour autant. Alors donc, tu es né à Rouyn-Noranda, tu as 45 ans. Non, je vais avoir 40 ans en juin prochain. Arrête donc. Oui. Je suis né en 1986, le 16 juin. Ben voyons donc. Hey, je l'ai vieilli en commençant. Déjà, Non, mais c'est parce qu'on aime ça que tu fasses partie, que tu sois plus près de notre club à nous. Et là, tu viens de t'en éloigner pas mal. Mais on m'a souvent dit que j'étais une vieille âme. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes mêlé un petit peu. Bon, alors, Rouyn-Noranda. Oui, ça, c'est vrai. T'as passé tes nuits à Asbestos. Moi, j'ai lu ça quelque part à un moment donné. Tes nuits d'ado. Mes nuits d'ado, mes journées aussi, parce que à l'âge de 11 ans, en fait, on a quitté Rouyn-Noranda pour Trois-Rivières. Puis ensuite, on a passé quelques années là. Quand je dis on, c'est mes parents et moi. Oui. Vous l'aviez deviné. Puis ensuite, on a migré vers Asbestos. Puis là, ensuite, je vous laisse poursuivre, Francine. OK, mais puisque tu parles de tes parents, dans quel genre de famille t'as abouti? Ma mère, Diane, mon père, Michel. Donc, mon père a travaillé sur la construction. Ma mère a été à la maison pendant pas mal toute mon enfance. Donc, un milieu, je dirais, classe moyenne basse. Mais la culture était quand même présente en tout cas. Chez nous, il y avait beaucoup de musique. On allait voir des spectacles. On a vu beaucoup de spectacles, ma mère et moi, là, dès l'âge de 4 ans. Le premier spectacle que j'ai vu, c'est Les Bébés à l'âge de 4 ans. Là, c'était un intermède où on habitait à Chicoutimi. Donc, on s'est beaucoup promené. Puis, la musique a toujours été au cœur du quotidien. Puis, les livres aussi sont arrivés quand même la lecture assez rapidement. On a lu quelque part, en espérant que ça soit plus vrai, si ça se dit, que l'âge auquel je faisais référence, qu'à 10 ans, tu as suivi une formation, genre de formation là, sur le journalisme en ligne. Oui. Ta mère, je crois, t'avait amené à la bibliothèque, puis il y avait cet événement-là auquel tu as participé. Et à ce moment-là, tu as abouti après à la production d'une critique d'un groupe rock américain qui s'appelait Fastball, c'est ça? Et tu as fait une entrevue aussi avec un disquaire, et ça est paru dans le journal étudiant de ton école primaire. Oui, en fait, c'est ça, le camp auquel vous faites référence, c'est un camp qui s'appelait Interpresse. Puis là, c'est ça traduit mon âge. Là. J'ai seulement 40 ans, mais aux yeux des gens qui sont plus jeunes... ça n'existe plus, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu, ça leur est complètement étranger parce que ce camp Interpresse-là, c'était une initiation au journalisme, mais c'était surtout une initiation au fabuleux monde d'Internet qui arrivait dans nos vies à ce moment-là. Donc, j'avais 10-11 ans. Donc, on nous aidait à comprendre comment faire des recherches sur Internet. Et par le fait même, on créait un site web sur lequel on mettait en ligne des articles. Puis là, moi, puisque c'était déjà la musique qui me passionnait à cet âge-là, j'avais donc, réalisé cette entrevue avec le propriétaire du disquaire Polisson
à Rouyn-Noranda. C'est un disquaire que je fréquentais régulièrement, où j'ai acheté mes premiers CD avec l'argent que mes parents me donnaient. Et ensuite, donc, la critique de l'album de Fastball, ça, c'était en 6e année au primaire. Donc là, j'étais arrivé avec mes parents à Trois-Rivières, puis à l'école Les Tourelles, il y avait un journal étudiant au primaire et j'ai écrit ma première critique de disque. Et là, je promettais à Fastball une carrière resplendissante. Je disais qu'elle allait sauver le rock et ça s'est pas du tout produit. Oui, parce que moi, en tout cas, je suis pas une référence en musique, mais disons que j'ai dû chercher un peu pour savoir ce que faisait ce Fastball-là dans la vie. Ils ont eu un seul succès, avec une chanson qui s'appelle The Way, que vous reconnaîtriez probablement si vous l'entendiez, mais ça a été un one-hit wonder, comme on dit. Ensuite, moi, j'ai dans mes notes que tu es allé étudier à Sherbrooke pour faire tes études supérieures, cégep, université. Tu as obtenu un bac en littérature. Mm-hmm. Et après ça, tu t'es pas orienté tout de suite vers le journalisme comme tel. Tu as travaillé dans le domaine des coms, hein? C'est ça, des communications? Je sais pas si je pourrais dire ça. En fait, j'ai surtout pas fait grand-chose pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai beaucoup erré. Quand je repense à mon enfance, à mon adolescence, quand je repense à ce préadolescent qui écrivait des critiques de disques dans le journal de son école primaire, je me dis, tabarouette, il me semble que c'est évident que cette personne-là pourrait peut-être vouloir devenir journaliste plus tard, mais c'est comme si j'avais oublié. J'avais oublié tout ça. Donc, j'ai étudié en littérature, oui. La lecture et la littérature sont entrées dans ma vie davantage au cégep grâce à un prof, un ami, qui est devenu un ami plus tard, qui est un écrivain qui s'appelle Patrick Nicole. Mais l'idée de devenir prof de cégep en littérature, ce qui est le débouché principal lorsqu'on fait des études supérieures en littérature, ça me tentait pas tant que ça. Donc là, comment dire, j'ai beaucoup glandé. Là. Je pense que c'est la manière la plus précise de dire ce que je faisais et ce que je faisais pas. J'ai vu beaucoup de spectacles, j'ai traîné, puis ça a comme été J'ai fait une sorte d'université en parallèle où je me suis construit un regard sur le monde de la musique puis du spectacle. J'ai construit mon goût en voyant beaucoup de spectacles dans un bar à Sherbrooke qui s'appelait le Téléphone Rouge, où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à discuter puis à assister à des shows. C'est une période très marquante pour moi, mais au plan professionnel, disons que le montant qui était inscrit sur mon rapport d'impôt à chaque année n'était pas si élevé que ça. Élevé. Non, c'est ça. Mais ta passion pour la musique t'a pas amené à vouloir jouer toi-même? Oui, j'ai joué de la batterie. Donc, de l'âge de... J'ai eu ma première batterie à 9 ou 10 ans. Et j'ai continué, j'ai joué beaucoup. J'ai eu des groupes au secondaire. Mais j'étais pas très bon. J'en suis arrivé au constat que... parce qu'il y avait autour de moi des musiciens, un gars comme Pierre-Philippe Côté, Pilou, qui est un musicien bien connu au Québec, célébré, estimé, qui a joué avec plein d'artistes majeurs, qui sait jouer de tout. Pilou, son instrument principal, c'était la contrebasse. Puis là, il prenait la guitare, puis il se mettait à jouer comme ça, d'une manière sublime. Puis là, tout d'un coup, il s'installait derrière la batterie, qui était son 3e, 4e instrument, et sans pratiquer, il jouait vraiment mieux que moi. Ça, c'est insultant. C'était insultant, puis bon, ça m'a permis justement de faire ce constat-là, que c'était peut-être pas... Puis de manière aussi plus pratico-pratique, disons, la batterie était dans le sous-sol chez mes parents à Asbestos. J'ai quitté pour aller faire mes études en arts et lettres. Faut faire la liaison, à Sherbrooke. Et là, j'avais plus de place pour mettre ma batterie parce que ça prend de l'espace, un drum, et ça fait beaucoup de bruit. Donc, tranquillement, j'ai abandonné... Mais j'ai pas abandonné la musique comme telle, mais j'ai abandonné ma carrière florissante, pas si florissante de musicien, disons. En 2016, tu as animé un talk show à Sherbrooke, le show tardif. Oui. Ouais. Première invité, Guy Jodoin, c'est ça? Ça, c'était la 2e édition. La première édition, on avait reçu Léane Labrèche d'Or. 2e édition, Guy Jodoin. 3e édition, Pierre-Luc Funk et Simon-Olivier Fecteau. C'est un moment marquant auquel je repense avec beaucoup de nostalgie, là, même si ça fait une dizaine d'années maintenant. Mais oui, j'ai toujours été fasciné par le monde des talk shows à la télé. Je suis encore un grand admirateur de David Letterman. Je suis triste qu'il ait quitté l'antenne, ça fait plusieurs années maintenant. Et je voulais moi-même animer mon talk show. Puis j'ai toujours été, je ne saurais pas dire d'où je prends ça, probablement de ma mère, mais j'ai toujours été animé par un désir de faire les choses, c'est-à-dire de ne pas rester avec ses rêves à l'intérieur de soi. Puis je veux que les choses se passent pour vrai. Bon, voilà, c'est une manière simple de le dire.
Et donc, j'ai réuni une équipe autour de moi, plein d'amis. On avait un groupe sur scène, un band d'une dizaine de musiciens, des régisseuses, des gens qui m'ont aidé à écrire les textes parce que je faisais un monologue d'ouverture où j'essayais de faire des petites blagues. Et donc, on est arrivé à convaincre ces gens-là qui avaient absolument rien à gagner à venir passer une soirée à Sherbrooke pour répondre à mes questions dans une microbrasserie. On les a convaincus. Je sais pas pourquoi. Ils sont pas venus pour l'argent puis ils sont pas venus pour ma beauté, mais ils sont venus. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui est essentiel. Puis on a eu beaucoup de plaisir, vraiment. On faisait ça au Boc et Bière, qui est une microbrasserie, un bar à Sherbrooke. Puis à chaque fois, c'était plein à craquer. Puis là, je vais avoir 40 ans bientôt. Puis je parle, en fait, je casse les oreilles à ma blonde avec les projets que je veux accomplir pour mes 40 ans. Et il m'arrive de dire que j'aimerais peut-être faire un autre show tardif. Mais ici, à Montréal. C'est drôle que tu me parles de ta blonde parce que tu étais en train de faire un lien que je devais faire. Parlons de ma blonde. Alors, non, je ne parlerai pas vraiment de ta blonde. Mais si je regarde, tu sais, tu as collaboré à Voir, La Tribune, Le Devoir. On t'entend régulièrement sur Ici Première. Tu as créé les balados Deviens-tu ce que tu as voulu, juste entre toi et moi. Tu es journaliste à la presse. Tu es le papa de 2 filles qui ont 2 ans et 5 ans. Oui, exactement. Bon. Nicole et Fleur. Et c'est ça. Et tu as une conjointe qui s'appelle Kate. Oui. Bon, avant qu'on aborde peut-être une partie plus sombre de ta vie, j'aimerais que tu me dises comment tu fais pour concilier le travail et la famille. C'est un défi constant. C'est sûr que de la manière que vous énumérez tout ce que je fais, ça semble imposant. Mais bon, l'essentiel de mes activités présentement, c'est la presse qui est mon employeur. Je fais un peu de radio à Radio-Canada. Je suis tous les jeudis à l'émission d'Émilie Perrault. Il restera toujours la culture où on parle de musique. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Le balado que j'anime dans le cadre de mes fonctions de journaliste à la presse, juste entre toi et moi. Mais sinon, c'est pas mal tout. Mais ça fait beaucoup. Ça remplit bien mes semaines. Oui, les semaines, sûrement qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort, comme on dit. Mais non, il n'y a pas beaucoup de temps mort. C'est un sujet dont je parle régulièrement avec ma psy. Comment ne pas surcharger mon horaire. En plus, il y a des rencontres avec la psy. Oui, c'est important, ça. Une fois de temps en temps, il faut aller voir la psy pour essayer de trouver des solutions à ce problème-là, qui est un problème d'enthousiasme, en fait. J'en parle aussi non seulement avec la passion. Oui, c'est ça. J'en parle non seulement avec ma psy, mais avec mon patron, dont une des principales tâches dans la gestion de ma petite personne, c'est de modérer mes transports, de modérer mes enthousiasmes et de me dire « Dominique, c'est très beau là, que tu veuilles écrire 8 textes cette semaine, mais c'est impossible. Il n'y a pas assez d'heures dans cette semaine-ci qu'on amorce. Donc, si tu pouvais modérer tes transports, tes ambitions, ça nous permettrait tous de dormir plus tranquille. Donc, merci non seulement à ma psy, mais aussi à mon patron. Mais ça les sert de temps en temps, puisqu'on vous envoyait à Lille, en France. Oui, je suis allé à Lille. Je reviens de Lille, ça fait 2 semaines. Puis merci non seulement à mon patron, mais merci à ma blonde qui s'est occupée de nos filles pendant ce temps-là. Ce qui est pas un mince défi. Mais oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est la première fois que j'étais envoyé à l'étranger pour couvrir un événement par la presse. Donc, je couvrais Sérimania, qui est un festival où sont présentées des séries télé de partout dans le monde. Et cette année, il y avait 4 séries québécoises qui étaient présentées. Donc, c'était une très belle expérience. Mais à un moment donné, autour de 14 ans, qu'est-ce qui est arrivé au mollet? Comment tu t'es aperçu qu'il y a quelque chose qui clochait? De façon très, très banale, en fait. Puis je me suis pas d'emblée dit qu'il y a quelque chose qui clochait. Il y avait une bosse dans mon mollet, mais je sais pas si vous vous souvenez de votre adolescence, mais à l'adolescence, à 14 ans, il y a beaucoup de choses qui changent dans un corps. Donc, sans assimiler cette bosse-là qui poussait dans mon mollet aux affres de la puberté, j'en ai pas fait un cas immédiatement, disons. Je saurais pas vous dire depuis combien de temps cette bosse-là était là quand j'ai décidé d'en parler à ma mère. Mais j'ai fini par en parler à ma mère qui elle-même n'était pas affolée plus qu'il faut, qui l'était pas du tout en fait. Mais j'avais un rendez-vous qui s'en venait chez le médecin de famille. Ouais. Ce médecin de famille-là nous a dit « Inquiétez-vous pas, c'est sûr que c'est bénin, c'est banal. Mais je vais quand même vous envoyer passer un test. On habitait à Asbestos à ce moment-là, donc je vais vous envoyer passer un test au CHU, donc qui est l'hôpital universitaire à Sherbrooke. Mm-hmm. Et là, quelques semaines, peut-être un mois plus tard, j'ai passé ce test-là. Et en l'espace d'une journée, en fait, c'était, disons, le matin, en avant-midi. En après-midi, j'étais aux urgences, au CHU. Et le lendemain matin, on a reçu un appel. On était de retour à Asbestos. On a reçu un appel du CHU, du médecin, qui nous disait « Vous êtes attendu à l'hôpital Sainte-Justine aujourd'hui, à telle heure, vous serez pris en charge. » Et là, bon,
très rapidement, même si c'est comme dans un film. En fait, c'est comme on le décrit, là, tout va très vite, puis on mesure pas très bien ce qui est en train de se passer. Puis j'étais sans doute vaguement au courant de ce que c'était l'hôpital Sainte-Justine, de ce qu'était le pavillon Charles-Bruno. Je savais que c'était associé au cancer. Mais avant que ça nous arrive, ces choses-là, c'est toujours comme si ça pouvait pas nous arriver. C'est toujours comme si c'était des choses qui arrivaient aux autres. Puis là, soudainement, on est projeté dans cette vie-là et on n'a pas le choix que de se rendre compte que c'est en train de m'arriver à moi aussi. Est-ce que le mot cancer avait une signification pour toi à cet âge-là? Pas vraiment, là, pas plus que... Non, ça avait une signification... quelle signification? J'ai un grand-père qui est mort d'un cancer, mais j'étais très petit, donc je l'ai pas vécu de manière... comment dire? J'avais pas une relation si proche que ça avec lui. Donc, ça n'avait pas une signification particulière, autre que celle que ça a pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est un gros mot c'est qu'on pense cancer, et l'autre mot qui vient après, c'est le mot en M, le mot mort. Oui, c'est ça, oui. Mais tes parents, eux autres, ils ont réagi comment? Puis est-ce que ça a eu un effet sur ta propre réaction? Est-ce que tu as réalisé que ça pouvait être gros? En fait, moi, je pense que le constat, la principale chose que ça a changé en moi de devenir père, c'est que je repense de manière beaucoup plus empathique à ce que mes parents ont vécu quand j'ai moi-même traversé ces moments-là, quand j'ai eu mon cancer. Parce que, dans ma tête, ça a toujours été moi, le personnage principal de cette histoire-là. Puis bon, je pense que sur papier, c'est vrai, là, c'est moi qui s'est fait amputer une jambe. Dans ce cas-là, oui. Mais mes filles sont heureusement en pleine santé, mais elles ont eu des petits bobos, là, pas graves, comme des grippes. Puis à toutes les fois qu'elles sont un petit peu mal en point, j'aimerais tellement prendre leur souffrance sur mes épaules à moi. Donc maintenant, je peux juste me projeter dans ce que mes parents ont vécu, dans la souffrance là, réelle et grave, tragique que j'ai traversée. Puis je me dis que c'est peut-être plus eux qui ont souffert que moi, parce qu'aussi ils ont souffert en silence. Ils ont quand même eu... je veux pas prôner l'idée qu'il faut rester s'emmurer dans le silence, mais... Je pense que pour des parents, c'est quand même bien de ne pas trop transmettre ses craintes. De ne pas trop montrer que ça peut être dangereux, finalement. Oui, c'est ça. Donc, ils ont été d'une dignité puis d'une solidité admirable, invraisemblable. Puis, je me rends compte, en fait, aujourd'hui, moi, mon cancer, j'en parle parfois, mais je vous en parle présentement, puis ça... vous pourriez arriver à me faire pleurer. Là. Je pourrais réussir à me faire pleurer en parlant, mais je suis capable d'en parler de manière légère la plupart du temps. Puis ça vient pas chatouiller quelque chose qui est si vif que ça en moi. En fait, ça chatouille rien de très vif en moi. Faudrait mettre des efforts là, pour que je me mette à pleurer. Mais ma mère, elle, en parle régulièrement. Et c'est assez clair que la blessure, je pense, elle est peut-être plus vive chez elle que chez moi. J'imagine qu'à un moment donné, il y a dû avoir une réunion avec un médecin à Sainte-Justine. Oui. Puis là, il vous a dit, probablement plus à tes parents qu'à toi, mais probablement que tu étais là. Non, mais à Sainte-Justine, ils sont exceptionnels. Je vous apprends rien. Départ, oui. Mais ils s'adressaient, j'avais 14 ans, donc j'étais quand même en mesure de comprendre ce qui se passe. Pas tout comprendre, mais de bien comprendre. La première fois que le mot cancer a été prononcé, je m'en souviens pas tant que ça, très franchement. Ça a été très vite. C'est plus quand le mot... J'ai un souvenir vif de quand le mot amputation a été prononcé. Puis là, j'étais convaincu que le chirurgien désignait quelque chose d'autre, que c'était une sorte de métaphore qu'il employait en utilisant le mot amputation, mais il parlait bel et bien de couper ma jambe. Il désignait pas un autre geste chirurgical que celui-là. Donc ça m'a pris du temps à l'assimiler que, OK, c'est de ça dont il est question là, présentement. On est passé de je fais de la chimiothérapie puis on espère que ma tumeur se résorbe suffisamment pour pouvoir me la retirer à l'aide d'une simple chirurgie à finalement, il va falloir te couper la jambe, mon ami. Ça a quand même été un pas pire choc. Et est-ce que le choc, combien de temps après l'amputation, le choc a continué à être? Je me suis amputé à 14 ans, puis je dirais que ça a duré au moins 15 ans. Là. En réalité, parce que si vous m'aviez reçu en entrevue, disons, à l'âge de 16 ans, je vous aurais dit que tout ça est réglé dans ma tête, puis que ça me fait absolument rien, puis que je continue ma vie comme avant. Mais maintenant que j'arrive à 40 ans, je me rends bien compte que j'ai passé beaucoup de moments à ruminer ça
à avoir honte de ça, à rejeter la tristesse, puis à rejeter surtout la colère que ça a engendré en moi, parce que ça crée un grand sentiment d'injustice que de vivre ça. On se dit, pourquoi moi, là? Pourquoi tout le monde peut mener sa vie normalement avec tous ses membres, et moi, je dois subir ça, parce que bon, il y a la douleur de l'amputation au départ, mais il y a la vie qui continue, qu'on doit, à chaque jour, on doit se lever puis enfiler une prothèse qui est vraiment moins pire que ce que vivent bien d'autres de mes amis en situation de handicap, mais ce qui n'est pas toujours jojo non plus. Donc, cette colère-là, elle m'a habité longtemps, puis elle m'habite encore parfois, elle ressurgit à l'occasion, mais je suis mieux outillé pour savoir la juguler, disons. Là. Est-ce qu'il y a eu un moment, un point tournant où cette colère-là s'est un peu atténuée? Ben, je dirais que un des principaux points... Il y en a plusieurs. C'est sûr que celui de se faire une blonde, ça, c'est le fun. Parce que ces questionnements-là, ils m'ont habité. Tu sais, est-ce qu'il y a une fille qui va vouloir m'aimer alors que j'ai ce corps-là? OK, mais est-ce que tu penses, excuse-moi, Yvan, est-ce que tu penses que le fait que ça soit ce qu'on appelle un handicap invisible, ça augmentait cette préoccupation-là, que ça intensifiait ta crainte? En fait, je vais reconnaître mes privilèges ici parce que c'est des sujets que j'ai déjà abordés avec d'autres personnes en situation de handicap. Je pense qu'en fait, c'est quand même un privilège d'avoir un handicap qui est invisible parce qu'on a le luxe de faire une première impression qui n'est pas teintée par le handicap. Puis les gens ont beau dire ce qu'ils veulent au sujet de l'acceptation des handicaps. On a toujours un regard différent sur une personne handicapée. Puis lorsqu'elle se présente en chaise roulante, mais on voit la chaise roulante d'abord chez cette personne-là. Tandis que moi, soit on remarque que je marche un peu différemment, soit on remarque rien du tout. Ça m'arrive encore de l'apprendre à des gens que je côtoie depuis un petit moment, des gens au travail, par exemple. Je suis convaincu qu'ils savent ça à mon sujet, qu'il me manque une jambe. Et là, je leur dis et ils tombent en bas de leur chaise. Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié ou ils le savent pas. Puis, donc non, je pense que ça a été un avantage que ce soit un handicap invisible. Mais oui, effectivement, ça mène parfois à des conversations étranges du genre... là, avant qu'on passe à une autre étape de notre relation, il faut que je t'annonce, que je te dise quelque chose d'important à mon sujet. Il me manque une jambe. Puis là, le hamster commence à tourner. Oui. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? C'est ça. Donc, la vie amoureuse qui a été possible, ça, c'est sûr que ça m'a apaisé, je pense. Puis un autre point tournant, puis qui est plus récent, dans l'acceptation de manière générale, ça a été d'animer l'émission Viens souper que j'animais à Ami Télé. À Ami Télé, oui. Parce que là, j'ai rencontré plein de gens qui vivent avec des situations de toutes sortes, des handicaps, dans certains cas, vraiment plus graves que les miens. Je veux pas faire de hiérarchie. Oui, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Non, c'est ça. Mais bon, on peut dire que quelqu'un qui vit avec une paraplégie, par exemple, c'est sûr que ça limite davantage le nombre d'activités qu'on peut faire de manière autonome, là, disons ça de façon simple. Donc ça m'a amené dans plein de réflexions parce que je voyais ces gens-là qui, dans bien des cas, étaient à des stades vraiment plus avancés d'acceptation que moi. Tu sais, jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques années, je refusais de porter des culottes courtes en public l'été. Oui, bien c'est ça. C'est quand est-ce que ça a été fait, ça, le fameux teaser, là, Rogagna, où là, tu dis, c'est ça, tu racontes l'histoire des shorts, là. C'est tes filles qui t'ont amené c'est que je me disais à porter des shorts? Oui, je me suis dit quel genre de modèle je donne à mes filles qui ne sont pas en situation de handicap, mais j'aimerais qu'elles s'acceptent de toutes les manières, dans toutes les facettes de ce qu'elles sont. Quelle sorte d'exemple je leur donne si moi-même j'ai honte de montrer en public que j'ai une prothèse? Donc, je pense que j'ai tiré un orgueil un peu niaiseux du fait que parfois, on m'a dit, puis je pense qu'il y a bien des gens en situation de handicap qui ont vécu ça, qui se font dire « Ah, mais toi, t'es pas vraiment handicapé » ou « Tu sais, c'est pas un vrai handicap ce que t'as. » Je sais que un des déclics que j'ai vécu, c'est en lisant, je vais pas comparer deux situations qui sont trop différentes, mais je lisais le livre d'un auteur, un animateur canadien qui s'appelle comme Elamine Abdel-Mahmoud, qui anime à la CBC, avec qui j'ai travaillé un peu. Il a écrit un livre sur son expérience de personnes immigrantes qui arrivent de l'Afrique adolescent en banlieue de Toronto. Puis là, il essaie de se fondre. Il est dans une école au secondaire, dans une école à majorité blanche. Il essaie de se fondre au code de ces
camarades blancs. Et là, à un certain moment, il dit... Toi, t'es pas vraiment noir, hein? T'es un Oreo. T'es noir à l'extérieur, mais t'es blanc à l'intérieur. Okay. Ce qui est horrible comme phrase. Mais lui, ça l'a rendu fier pendant un certain moment parce qu'il voulait tellement se fondre à ça, puis il voulait gommer sa véritable identité. Inclus dans le... Et voilà, c'est ça. Puis c'est deux choses complètement différentes. Mais moi, quand on me disait ça avant, je me souviens d'un professeur qui m'avait dit ça au secondaire. Toi, t'es pas un... Tu sais, tu te plains pas. Là. T'es pas comme les autres handicapés, ce qui est une phrase horrible. Je comprends pas qu'un adulte ait pu me dire ça, mais c'est arrivé pour vrai. Puis ça m'avait rendu fier qu'il me dise ça. Hey, je me plains pas. Alors que si j'avais à me plaindre, je peux bien le faire. C'est ma décision. Puis c'est vrai que ce que j'ai vécu, c'est difficile. Donc, ça m'a amené à me rendre compte que j'avais honte de ma situation, de mon handicap. Puis là, je vous dis pas que c'est complètement disparu. Là, c'est un travail constant. Oui, c'était une de mes questions. Est-ce que l'acceptation est totale? Mais non. Ben, je pense que, je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être, je sais pas, plus illuminés que moi ou qui ont plus d'aisance à voir le bon côté des choses. Je pense que ça dépend des jours, tu sais. Il m'arrive, par exemple, d'avoir des problèmes avec ma prothèse. Puis là, ces journées-là, ben, je suis moins content, je suis moins dans l'acceptation. Bien sûr. Puis après, il y a d'autres moments où j'y pense absolument pas, puis j'oublie moi-même que je suis handicapé. Mais moi, j'ai regardé l'émission Bien souper et Salma Moudrika, qu'on a reçue aussi, en a fait partie. Et elle t'a trouvé tout à fait... Elle t'a qualifié de chef d'orchestre. Ah ben c'est gentil, ça. Où, avec quelques mots, tu permettais aux gens de bien s'exprimer et même toi, tu faisais partie de la conversation. Oui, bien effectivement, c'était ça l'idée aussi, que ce soit à Ami Télé, la plupart, sinon tous les animateurs sont eux-mêmes en situation de handicap, ça leur permet de participer à la conversation. Donc, quand j'avais des choses à dire, quand ça rejoignait ma propre expérience, ben, je me permettais de me mêler à la conversation. Puis je pense effectivement aussi que ça a mis les gens davantage en confiance de savoir que, sans dire que j'avais vécu exactement tout ce que mes invités avaient vécu, j'avais une petite idée de ce qu'ils avaient pu traverser. Je faisais partie de la gang. Je faisais partie de la gang. On a parlé de tous tes projets, tous tes contrats. Tu te définis comment dans le milieu culturel? Est-ce que tu es un critique? Est-ce que tu es un... Ben, je suis un journaliste. C'est ça que je fais. C'est comme ça que je me définis. Après, le journalisme, ça comprend beaucoup de choses différentes entre ce que font mes collègues qui font des reportages à l'étranger sur des pays en zone de guerre, par exemple, puis ce que je fais davantage, c'est-à-dire aller voir des spectacles et les commenter, interviewer des artistes. Bon, il y a une marge entre ces deux choses-là qui se retrouvent toutes les deux sous le grand parapluie du journalisme. Mais c'est comme ça que je me définis, puis je me définis peut-être plus particulièrement, oui, comme un intervieweur. En tout cas, c'est certainement la partie de mon travail que j'aime le plus, qui représente le plus grand défi pour moi, mais dans lequel j'ai l'impression de m'accomplir le mieux. Donc ça, depuis quelques années, depuis en fait que j'ai lancé mon balado Deviens-tu ce que tu as voulu, que j'ai lancé de manière indépendante, puis depuis que je fais Juste entre toi et moi à la presse, j'ai l'impression, c'est ça que je dirais que je suis un journaliste avec une mineure en grand entretien. Justement, le balado, il s'insère comment là, dans toute ta démarche professionnelle? Ça faisait plusieurs années que... c'est dans la foulée, en fait, du show tardif, donc ce talk show que je faisais à Sherbrooke. Pas longtemps après, je suis déménagé à Montréal, puis j'étais pigiste encore à ce moment-là, mais j'ai toujours aimé avoir des petits projets parallèles, là, ce que j'appelle mes projets parascolaires, des projets à moi. Puis, à ce moment-là, le monde du balado au Québec était de plus en plus en effervescence. Ça faisait des années que j'écoutais le podcast de Marc Maron, WTF, Marc Maron, l'humoriste américain, qui est un de mes maîtres en matière de balado. Et il m'arrivait souvent autour d'un souper avec des amis, notamment avec mon amie Karine Lefebvre, qui anime à Radio-Canada. Il m'arrivait de dire... J'aimerais ça faire mon balado. Puis là, un soir, on était plus rendu le matin. Là. Karine, dans le cadre de porte, me dit... L'heure où les idées fusionnent, là. Oui, où les idées fusionnent, mais où la vérité, où le vin fait ressortir la vérité, in vino veritas. Mon amie Karine me dit là, je la paraphrase un peu, mais l'essence de son message, c'était « Vas-tu arrêter d'en parler puis le faire pour vrai, ton Christy podcast? » Et je l'ai écouté. Mais c'est ça. Donc, j'ai lancé ce balado-là avec l'aide de mon ami Jean-Michel Berthiaume, qui est encore mon camarade dans Juste entre toi et moi, qui le réalise.
Puis ça a été, j'allais dire, un petit défi. C'est un défi personnel, surtout que je me suis lancé, parce que c'est quand même pas mal de travail que de préparer des entretiens. Comme ça fait ceux-là. 5 ans que tu en fais à peu près? Ouais, t'as une centaine de balados à peu près, hein? Tu le sais-tu? Moi, j'ai compté. Ça tombe sous le sens. Merci d'avoir compté, Francine. C'est gentil. Ouais. Puis au départ, là, t'avais des rêves. Ouais. Après ça, on va parler plus du balado comme tel parce que je sais qu'Yvan est fébrile, il attend sa classe de maître. Mais j'ai quelques petites questions quand même avant. Au départ, tu rêvais de faire des balados avec 2 personnes que tu admirais beaucoup. Marc Labrèche. Oui, ça, j'ai fait. Ça, tu l'as fait en juin 2022. Oui. Et l'autre, c'est Bruce Springsteen. Oui, Bruce, là, c'est sûr que c'est un rêve, peut-être. C'est parce que moi, j'aimerais tellement. C'est pour ça, j'aimerais ça que tu m'en parles si t'es en démarche. Non, je suis pas en démarche. Puis en plus, là, je devrais me taper sur la tête parce que je sais maintenant que des fois, il suffit d'envoyer un courriel pour que les choses se produisent. Un courriel. J'imagine que ça prendrait plus qu'un courriel pour obtenir une entrevue avec Bruce. Surtout que ça fait des années qu'il n'a pas accordé d'entrevue à un média québécois. Un média canadien, peut-être même. Donc, Marc Labrèche est quelqu'un d'une élégance absolue. Puis, dès le début, dès le lancement de mon balado, je l'ai invité. Et Marc me répondait toujours très rapidement, là, dans un délai d'une demi-heure maximum, répondant à mon courriel. Dominique, merci pour ton invitation, ça me touche. Mais comme Dominique Tardif. Pardon? J'ai dit comme Dominique Tardif. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue en tant qu'intervieweur. Puis, mais Marc, donc, me dit c'est pas le bon moment, etc. Et là, toutes les fois, je lui répondais, puis c'est ma réponse classique aux gens que je souhaite vraiment recevoir en entrevue et qui me disent non. Je leur dis, je respecte évidemment votre décision, puis je veux pas trop insister. Je respecte, je suis un apôtre du consentement, mais sachez que dans 1 an, à peu près, je vais vous réinviter. Je vais vous renvoyer essentiellement le même courriel juste pour voir si vous n'auriez pas changé d'idée. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les gens, soit ils cèdent à mon harcèlement, ou ils ont changé d'idée parce qu'ils sont dans d'autres dispositions, ils sont à un autre moment de leur vie, puis là, ça leur tente davantage. Et donc, c'est ce qui a fini par se produire avec Marc, puis c'est un moment merveilleux parce qu'on a parlé de... Marc Labrèche est quelqu'un de très important c'est quelqu'un qui a façonné mon humour puis mon imaginaire à travers La fin du monde est à 7 heures et Le Grand Blond avec un show sournois. Puis c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour sa créativité, pour sa manière d'utiliser à son maximum toutes les possibilités de la langue française. J'admire sa folie. Puis il a été d'une grande gentillesse. On a parlé de sujets très intimes aussi, donc je l'en remercie. Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non, pas du tout. Tu sais, c'est comme moi par rapport à Dominique Tardif. Là. J'adore ce qu'il fait. Puis je dis, es-tu là? On va on parle de lui comme s'il n'était pas là. On va essayer de le rejoindre. Non, je le connaissais pas du tout. Ça arrive des fois que... Mais là, ça fait une 15aine d'années que je fais du journalisme culturel. Donc, je finis, mine de rien, par avoir croisé quand même pas mal de gens. Une certaine notoriété aussi. Mais je vous laisse le dire. Mais ça arrive encore, en fait, régulièrement que je rencontre les gens pour la première fois. Puis c'est un des principaux défis dans le travail d'un intervieweur, là, c'est d'installer assez rapidement une intimité puis poser des questions qui peuvent parfois être assez intimes à quelqu'un qu'on a rencontré 15 minutes avant. Oui. Puis ça, j'ai remarqué ça en écoutant plusieurs de tes balados. Tu as toujours l'air d'avoir une accroche, quelque chose dans ta vie personnelle qui correspond. Celle de Gilles Vigneault, par exemple, tu dis « Hey, vous revenez de jouer au pool ». Oui, mais là, ça, c'est parce que je pouvais pas ne pas lui en parler. On arrive chez M. Vigneault, on est sur son terrain, il y a sa maison, puis il y a une espèce de petite grange qui est son atelier où sa gérante nous attendait, puis là, on s'installe avec nos micros pour être prêt lorsque M. Vigneault arrivera. Là, moi, je pensais qu'elle arrivait de sa maison, mais je demande à sa gérante, il se trouve où, M. Vigneault, présentement? Puis elle me dit, ah non, il est au village, il est parti jouer au pool, là, il va arriver bientôt. Donc là, M. Vigneault est arrivé dans sa voiture, puis évidemment, je voulais lui parler de ça. Puis c'est parce que aussi, je me doutais bien que ça allait amuser les auditeurs et les auditrices de savoir qu'à son âge assez avancé, M. Vigneault prend encore son char pour aller jouer au billard avec ses amis. Et de jouer au billard aussi. Ça peut être un petit peu, c'est ça, un peu étonnant. Tout à fait. Oui. Est-ce que ça, c'est une des conditions de réussite d'un balado? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit préparer ou en tout cas laisser aller dans notre conversation pour que ça soit un balado réussi? Je pense que vous le nommez bien, là, c'est comme un mélange entre du contrôle puis de l'abandon.
L'animateur, c'est celui qui est le maître c'est lui qui tient le volant. Mais après, l'invité, c'est lui qui lui dit si on tourne à gauche ou si on tourne... Est-ce que ma métaphore fait image présentement? Ça va? Elle est très bonne parce que là, on ne suit plus du tout la feuille de route, puis ça va très bien. Hein? Oui, je pense que le régisseur nous dit que tout est bon, alors on continue. Mais ça m'arrive assez rapidement, puis quand je fais des entrevues, puis justement, je suis trop dans les questions que j'ai préparées dans ma feuille de route, c'est rare que ce sont les meilleures entrevues. Alors que lorsque la conversation... Il ne faut pas qu'elle parte dans tous les sens parce qu'il faut quand même qu'il y ait une sorte de cohérence puis que les auditeurs sachent encore de quoi on est en train de parler, tabarouette. Mais faut que ça ait l'air... Je pense qu'il y a bien des gens qui pensent que pour que ça ait l'air d'une conversation naturelle, il faut que ce soit une conversation comme on en aurait dans la vie de tous les jours. Puis c'est pour ça qu'il y a bien des balados qu'on écoute puis on se dit que il y a beaucoup de n'importe quoi, là, qu'on nous fait subir beaucoup de parlottes insignifiantes. Puis moi, j'essaie de me tenir loin le plus possible de l'insignifiance. Je vous dis pas que ça m'est jamais arrivé de tomber dans ce piège-là. Mais donc, l'idée, c'est qu'il faut être préparé, mais qu'il faut tellement être bien préparé que notre préparation s'est imprimée en nous. Puis là, après, on peut se lancer sans filet et donner l'impression aux gens qui vont écouter la conversation et surtout donner l'impression à la personne qui est devant nous qu'on est en train d'avoir une conversation naturelle. Mm-hmm. Alors que moi, je sais très bien où je veux aller. J'ai une idée claire dans ma tête que, bon, là, on a parlé de tel sujet. J'aimerais absolument aller là, puis je veux pas qu'on termine sans avoir parlé de ce moment-là de la vie de mon invité. Ça, on peut le laisser tomber, c'est pas grave, parce que là, ça fait 2 heures qu'on est en studio, puis il faudrait bien que ça se termine éventuellement. Donc, il y a tout ça, tous ces calculs-là qui se font dans ma tête pendant que je livre une entrevue, mais il faut pas que la personne devant moi s'en rende trop compte que on dirait que Dominique n'est plus avec moi, il a l'air de penser à autre chose. Il faut être complètement disponible, puis je pense que c'est ça qui mène aux confidences puis aux moments les plus précieux, c'est que là, soudainement, la personne qui est devant nous, notre invité, oublie qu'il y a un micro, oublie que Dominique Tardif, c'est pas mon meilleur ami, c'est juste un journaliste de la presse et nous parle d'une manière qui ressemble le plus possible à de l'authenticité. Oui. Est-ce qu'il y a des gens avec qui il y a eu une connexion... je dirais, très, très bonne connexion quand tu as fait des balados. Tu as parlé de Marc Labrèche tantôt. Ou même imprévu. Ben oui, c'est ça peut être des imprévus. On ne demandera pas ceux qui sont pas fins, là, parce que des fois... Ils sont tous fins. Ils sont tous fins. Tu n'en as pas eu des difficiles là, qui t'ont causé? J'en ai eu des difficiles dans le sens où c'est pas tout le monde qui livre sa pensée ou qui... C'est pas tout le monde qui s'exprime de la même manière. Je vous apprends rien. Donc, il y a des gens qui sont très à l'aise à, par exemple, raconter des anecdotes. Il y a des gens qui sont très à l'aise à réfléchir à des sujets de manière plus abstraite. Puis là, entre tout ça, il faut naviguer, puis il faut essayer de comprendre rapidement c'est quoi le style, c'est quoi les clés que je peux utiliser pour faire débloquer la parole de cette personne-là. Donc, c'est sûr que, par exemple, interviewer Marina Orsini et interviewer Roy Dupuis, pour prendre un exemple de 2 personnes qui ont une histoire commune, c'est pas pareil du tout, parce que Roy, c'est pas quelqu'un qui est très jasant, c'est pas quelqu'un qui accorde... C'est pas le plus volubile qu'on connaît. C'est pas le plus volubile. Hein, J'étais très honoré qu'il ait accepté mon entrevue, puis il y a il a fini par me raconter des choses très émouvantes, très belles, puis aussi, bon, il est très intelligent, c'est un homme engagé, donc c'était passionnant, mais on s'est étudié comme 2 boxeurs au début de l'entretien. Oui. Alors qu'avec Marina, ben là, c'est comme si je la rencontrais pour la première fois, mais c'est comme, après 5 minutes, c'est comme si... Tu la connaissais depuis longtemps. Ah oui, c'est comme si c'était une de mes tantes. Puis bon, bien des Québécois ont sans doute cette impression-là avec Marina Orsini. Elle est aussi gentille qu'elle en a l'air à la télé. Mm-hmm. Donc là, c'est simple de l'interviewer. Tu as à dire à peine un mot. Marina te raconte une chose passionnante. Puis, disons que j'ai moins sué durant cette entrevue-là que durant celle avec Roy, mais... je dirais pas que ça donne d'un côté ou de l'autre une meilleure ou une moins bonne entrevue. Mais je sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, ça va bien. Okay. Mais justement, quand c'est difficile, là, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de repartir le moteur ou même de le partir, le moteur comme tel? On essaye différentes choses. On essaye l'humour, des fois, il y a des gens qui réagissent bien à... vous évoquiez ça tantôt, moi qui raconte des anecdotes personnelles. Il y a des gens que ça
ça semble émouvoir ou que ça amuse, là, que, ah bon, tu es venu me voir en spectacle en 2002 à telle place, tel bar brun à Sherbrooke, d'accord. Il y a d'autres gens qui s'en foutent complètement. Donc, j'essaie différentes choses. Puis là, maintenant, je vous dirais qu'une de mes armes principales, c'est un laisser-aller, un abandon. Je reviens à ce mot-là. C'est que j'essaie de garder à l'esprit, au fond de moi, il faut trouver l'équilibre entre faire les choses sérieusement, parce que je veux que ce soit bon, l'entretien que je suis en train de faire avec cette personne-là, mais en même temps, si c'est pourri, il n'y a personne qui est en train de mourir, c'est pas grave, on fera juste ne pas le diffuser et on aura juste gaspillé 1h30 de nos vies, l'invité, le réalisateur et moi, et on y pensera plus le jour de nos noces. Mm-hmm. Donc, c'est ça que j'essaie de garder à l'esprit. C'est pas ce qu'on fait présentement, c'est juste un balado, puis en même temps, je me répète constamment que c'est super important. C'est absolument pas important et c'est très important. J'essaie de garder ces deux vérités-là qu'elles se côtoient dans mon esprit pendant que j'anime. Tu es un touche-à-tout culturel, on l'a dit tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas dans les différents produits culturels qu'on peut avoir? Non, j'essaie d'être curieux de tout. Là. Après, je connais moins ce que je couvre, mes beats, comme on dit à la presse, c'est l'humour et la musique. Oui, c'est ça. Ma passion principale, c'est la musique. C'est ça qui m'a donné... C'est ça. En fait, c'est le journalisme musical. C'est ça aussi. C'est que ma passion, c'est le journalisme musical. Très tôt, j'ai commencé à lire des magazines comme Rolling Stone, comme Spin. Puis mes héros, c'est moins des musiciens que des journalistes comme Cameron Crowe, comme Rob Sheffield, comme Chuck Klosterman, des grands du journalisme rock. J'ai voulu marcher dans leurs pas à eux. Donc, la musique, l'humour, le stand-up, qui est une forme d'art qui prend beaucoup de place au Québec. Au Québec, oui. Puis dans laquelle se fait beaucoup de belles choses depuis une dizaine d'années, 10-15 années. Mais sinon, j'essaie d'aller au théâtre une fois de temps en temps, mais même si je m'y connais moins. Bon, le cinéma aussi, même si, la vie de famille a donné un gros coup dans le temps que je peux accorder à l'écran. Ou le type de film, peut-être? Ouais, c'est ça. Là, je regarde beaucoup de Passe-Partout. Là. Je peux vous parler de Passe-Partout, deuxième génération, très oui, très parce longuement. que nous, on a connu la première génération, oui, moi aussi, mais pas ça la a bercé deuxième. mon enfance. Oui, mais sûrement pas au même niveau, là. Moi, la première, je l'ai connue parce que c'était pas moi qui était le public, disons, le public cible à ce moment-là. L'humour là-dedans? L'humour est apparu parce que avant d'arriver à la presse, j'écrivais au Devoir, j'étais pigiste, mais je faisais beaucoup de piges au Devoir. J'avais été recruté par Catherine Lalonde, journaliste, écrivaine aussi, mais journaliste au Devoir, qui m'avait demandé de collaborer aux pages littéraires, à la couverture littéraire du Devoir, ce qui est arrivé de manière complètement inattendue, mais ça m'a complètement réjoui. Ça a été un moment, ça aussi, ça a été un point tournant dans ma carrière. Je viens de faire un signe de guillemets ici parce que j'aime pas trop le mot carrière. Et pourquoi? Puis, parce que ça fait sérieux, ça fait un peu pompeux, le carrière. Puis quand on devient un spécialiste dans un domaine, au niveau de la musique ou de l'humour, c'est pas sérieux? Non, mais j'aime mieux penser à ça en des termes différents, en termes de passion puis de trip plutôt que de carrière. Mais donc, pour revenir à Catherine, elle m'a proposé de collaborer aux pages littéraires. J'ai commencé à le faire, ça faisait un petit moment. Et là, je me disais, tabarouette, faudrait que j'écrive sur autre chose parce que je veux faire plus de textes. Et je me suis rendu compte qu'au Devoir, il n'y avait personne qui s'occupait de l'humour, ou à peu près pas. Donc, j'aurais dit, puis il y avait à ce moment-là aussi une transformation dans le milieu de l'humour. Des nouvelles voix qui émergeaient, qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Donc, j'aurais proposé de commencer à faire des textes là-dessus. Ça a été accepté. Puis, je m'y suis intéressé de plus en plus à partir de ce moment-là. Tu nous parles depuis le début de notre conversation sur des choses qui ont l'air assez solitaires. Aller voir des shows, écrire, interviewer. Pourtant, il y a une chose que j'aime beaucoup quand je t'écoute à la radio, c'est la collaboration que tu as. Il y avait avec Tatiana Molovoy. Polovoy, pardon. Ouais. Là, c'est en train de migrer vers Ingrid Saint-Pierre. Il y a tu nous as parlé de certaines collaborations. C'est quoi l'importance, en guillemets, de la gang autour de toi, professionnellement? Il y a aussi ma gang à la presse. Bien sûr, quand on écrit un article, on l'écrit seul, mais ça arrive régulièrement que je demande conseil, que je réfléchisse à des choses avec mes collègues qui ont plus d'expérience que moi, qui ont une vision différente des choses que moi.
Donc ça, d'abord, c'est précieux, la gang des arts à la presse. Mes collègues, des fois, je me pince de faire partie de cette gang-là parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là que je lisais avant d'arriver à la presse, que je lisais quand j'étais au cégep. Mon ami Émilie Côté, Marc Cassivi, Paul Journet, Alexandre Vigneault, José Lapointe, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais ce que ça fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime faire de la radio, parce que ça fait travailler un muscle différent. Puis ça nous aide justement à travailler cette capacité d'abandon, parce que je peux avoir une petite propension à vouloir que les choses soient parfaites. Puis là, ça fait qu'on peut devenir fou, ou qu'on passe proche de devenir fou. Ça finit par m'obséder. Puis lorsqu'on fait de la radio, faut faire la paix avec l'idée que si tu fais une erreur, elle est faite, là. C'est réglé. Elle est entrée dans le micro, elle est rendue dans les oreilles des auditeurs et c'est terminé. Il est trop tard. On essaie, évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des erreurs, mais ça arrive qu'on en fasse, puis on peut pas avoir le contrôle sur tout. Donc, ça fait travailler un muscle différent que de s'exprimer à l'oral, que de s'exprimer à l'écrit. Puis ça fait travailler avec des gens, ça me fait rencontrer plein de personnes formidables. Je parlais de mon amie Karine Lefebvre tantôt, c'est devenu une de mes meilleures amies. Je l'appelle ma marraine radiophonique parce que j'ai fait beaucoup de radio avec elle. C'est une animatrice, c'est la meilleure animatrice. Puis travailler à ses côtés, ça a été une vraie classe de maître sur comment communiquer de manière efficace, engageante et adéquate. Puis, donc, j'ai beaucoup appris en faisant ça. Puis après, on ramène ces apprentissages-là à l'écrit aussi, je pense. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est j'entends le plaisir que vous avez dans vos échanges. Vous parlez là, je dis vous parce que vous êtes deux à ce moment-là. Vous parlez musique. Je comprends rien de ce que vous dites. Bon, ça c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Non, mais c'est parce que les groupes dont tu parles sont complètement étrangers à mon univers. Mais j'ai du plaisir à écouter quand même. Bon, et le plaisir que tu as l'air l'échange a l'air intéressant. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que notre plaisir se déploie seulement en circuit fermé. Mais oui, je pense que dans la plupart des cas, lorsqu'on crée quelque chose, lorsqu'on fait de la radio, lorsqu'on écrit un article, puis qu'on y trouve du plaisir, ça va finir par paraître dans le résultat final d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pour ça aussi que dans mes textes, j'essaie de mettre de l'humour quand c'est approprié, quand le sujet s'y prête, parce que ça fait aussi partie de l'expérience humaine que de rire. Puis je trouve que des fois, nos médias en manquent un petit peu d'humour. L'humour puis l'autodérision, que j'entends beaucoup, beaucoup. Oui. Je parlais de Marc Labrèche, on parlait de Marc Labrèche, on parlait de David Letterman. Ce sont deux maîtres en matière d'autodérision. J'ai tout appris d'eux en cette matière-là, puis je pense que ça aide à pas trop se prendre au sérieux. Mm-hmm. Tu es dans le milieu culturel depuis plusieurs années. Est-ce que tu trouves que le milieu culturel il est inclusif? Est-ce que le milieu culturel est inclusif? Je dirais qu'il l'est davantage que d'autres milieux, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Là, il y a plein de merveilleuses initiatives de spectacles pour les personnes sourdes, pour les personnes aveugles. Mais bon, les salles, si on parle juste des salles de spectacle, j'en jase une fois de temps en temps avec mon ami Kevin Breton, qui est journaliste à Radio-Canada. Puis Kevin, donc, qui se déplace avec un fauteuil roulant. Qui a déjà animé ici. Moi, j'ai travaillé avec lui. C'est une pépinière de talent ici. Oui. Puis donc, Kevin... Pour nous, c'est trop tard de toute façon, là, mais c'est pas grave. Kevin qui me dit souvent, qui m'a déjà dit que c'est encore compliqué dans bien des salles, qui vit des expériences désagréables, voire humiliantes. Puis ça, moi, ça me met toujours en colère parce que on parle de l'accessibilité de la culture. En fait, ce que je dirais, puis c'est ma réponse générale à tout ça, c'est que la question du handicap, elle est de moins en moins dans l'angle mort de la question de la diversité, mais c'est quand même cet aspect-là qui est le plus dans l'angle mort. Là. Puis je veux pas hiérarchiser les formes de diversité. Je suis très content que les médias aient pris conscience que ce serait le fun qu'il y ait des gens de couleur à l'écran et à la radio et dans nos journaux. C'est merveilleux. Puis qu'il y ait une égalité entre une équité et une égalité entre les hommes et les femmes, mais des personnes, je ne veux pas vous mentir, là, à la presse, par exemple, des personnes en situation de handicap, il y a moi, puis je sais pas s'il y en a d'autres. En fait, c'est une question que j'ai déjà voulu poser à mes patrons s'il y a déjà eu, il y en a sans doute déjà eu d'autres, des personnes en situation de handicap qui ont travaillé à la presse, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est compliqué, puis c'est aussi que c'est le reste de notre société qui est pas adapté à notre condition.
Ouais, vous n'êtes pas dans une situation facile pour faire avancer ces causes-là, Non. effectivement. Non. Mais je pense que l'idée, tu parlais, c'est important d'avoir une personne de race noire, par exemple. Oui. Mais c'est parce que c'est notre société qui est comme ça. Oui, exactement. Puis l'idée, c'est davantage d'être ouvert à ce que notre société soit bien représentée, j'imagine, à l'écran ou à la radio ou dans les journaux. Puis c'est aussi parce que chacun de ces groupes-là vit des choses que seulement ces groupes-là vivent. Donc, je vais prendre un exemple un peu cliché, mais lorsque les personnes noires nous parlent, par exemple, du profilage racial qu'ils peuvent vivre, mais là, moi, j'ai aucune idée de ça. J'ai jamais vécu ça. Mais là, il suffit de discuter un instant avec une personne noire pour se rendre compte que, mais tabarouette, ils l'ont tous vécu, puis ils le vivent tous encore de façon plus ou moins récurrente. Ça ouvre les yeux. Puis là, si on se met à parler avec une personne en situation de handicap, ben là, elle va nous parler de... Quand j'essaie d'aller au théâtre, ben là, il est supposé avoir une rampe d'accès. Puis là, j'arrive au théâtre, puis la rampe d'accès est brisée, mais on va vous faire entrer, on va vous prendre dans nos bras. Là. Bon, ce genre d'expérience-là. C'est pas que les personnes qui vivent pas ça sont pas sensibles, c'est pas qu'ils veulent pas entendre ça, c'est juste qu'ils peuvent pas le savoir parce qu'ils l'ont pas vécu. Pourquoi tu as été amené à finalement être le chef d'orchestre là, d'une émission de télévision? On m'a approché pour animer cette émission-là. Donc, tu sais, je suis journaliste, donc habituellement, je parle pas de moi. C'est pas ça mon travail que de parler de moi. Mais une fois à la radio, dans une émission de Jean-Philippe Plot et du regretté Serge Bouchard, Oui. j'ai fait quelques fois de la radio avec Serge Bouchard, grand privilège, et j'avais parlé de mon cancer et de mon handicap. C'était une émission sur le thème de la transformation. Puis je disais que j'essayais de mesurer ce que ça transformait, ce que ça transformait pas en nous que de vivre une expérience comme celle-là. Et donc, forcément, j'avais été obligé d'expliquer aux auditeurs et aux auditrices que la personne qui parle présentement, il lui manque une jambe. Et il y a quelqu'un chez Urbania qui produisait Viens souper, qui a entendu ça, qui connaissait un peu mon travail de journaliste, mais qui ignorait complètement que je faisais partie de la grande famille des unijambistes. Donc, puisqu'il cherchait une personne qui pouvait cumuler ces deux choses-là, c'est-à-dire savoir parler de manière minimalement cohérente et avoir un handicap. Ils m'ont contacté et après quelques auditions... Quelques auditions. Ah bon? Ah oui, J'ai obtenu... Oui, mais parce que faire de la télé, c'est vraiment... Puis là, j'aurais aucune prétention à ce sujet-là. J'espère que la dernière saison de Viens souper était meilleure que la première au plan de l'animation, mais c'est vraiment un job très, très difficile que de savoir se présenter à la télé, que de savoir comment s'adresser à une caméra. C'est très étrange, là, au départ, de parler à des gens qui sont pas là. Heureusement, dans Viens souper, il y avait des petits moments où je m'adressais directement à la caméra, mais de manière générale, on était autour d'une table et je parlais à mes invités, ce qui est plus naturel. Mais oui, j'avais déjà beaucoup de respect là, pour les gens qui animent à la télé, mais mon respect est décuplé maintenant que j'ai vécu ma petite expérience parce que c'est une grosse job. Là. À Sherbrooke, c'était pas à la télé ce que tu avais fait autour de 2016? Qu'est-ce que j'avais fait autour de 2016? Ben, le premier show, là. Le show tardif? Non, oui, on faisait ça, fallait être là. C'était un événement live OK, dans une donc c'était radio. Ah non, il n'y avait aucune diffusion de ça. Il n'y avait aucune captation. Ah, OK. C'était seulement capté par les yeux et les oreilles des personnes présentes. Fait que l'enregistrement qu'on a trouvé, c'était pas ça. C'est un enregistrement pirate, probablement. Ah bon? On est bon dans la recherche, malgré tout. Vous êtes très bon. Dominique Tardif, à 40 ans, quel est le regard que tu portes sur le parcours jusqu'à présent? Je dirais que je suis pas fier de moi tous les jours, là, mais la plupart du temps, je le suis. En fait, souvent, je me dis, tabarouette, t'es encore en vie, man. C'est quand même pas rien. Là. J'aurais pu, je veux dire, à 14 ans, ça aussi, ça a été une prise de conscience. J'ai eu la chance de recevoir un rêve d'enfant après mon amputation. Ah oui, OK. Ça revient à la musique. Je jouais de la batterie encore à ce moment-là, puis j'ai reçu une batterie gigantesque que j'avais pu aller choisir moi-même chez Ital Mélodie à côté du marché Jean Talon. C'est un magasin qui n'existe plus, malheureusement. Donc, moment formidable. Puis, je me souviens d'avoir demandé à ma mère à ce moment-là, mais pourquoi les rêves d'enfants, ils ne sont pas supposés de donner ça juste aux enfants qui ont vraiment failli mourir? Et là, ma mère m'avait regardé en voulant dire, c'est ça, oui. T'as raison. C'est ça, il donne juste aux enfants qui ont failli mourir comme toi. Mm-hmm. J'avais pas assimilé cette affaire-là. Puis, donc, je dirais que pour l'essentiel, je suis pas fier de moi pour tout.
Mais je suis fier de ce que j'arrive à accomplir, disons, en dépit des difficultés que je rencontre compte tenu de mon handicap. Mais finalement, nous, je pense qu'on est assez fiers du moment qu'on vient de passer ensemble. Je suis très heureux. C'est très heureux. C'était très agréable, en tout cas. Et écoute, on te remercie beaucoup, Dominique, pour cette très belle rencontre. Tu as joué un rôle que normalement tu ne joues pas. Non. Hein? Alors, je parle moins que ça habituellement dans les balados que j'anime. Oui, c'est ça. Ben nous, on essaye aussi de faire comme toi et de pas trop parler pendant nos balados. Donc, on t'a beaucoup écouté, effectivement. Ça m'a fait du bien. Merci de t'être assis dans la chaise de l'intervieweur. Au début... De l'interviewer, oui, c'est ça. Donc, tu as laissé ta chaise de l'intervieweur pour... Voilà, merci Yvan. Donc, si on revient à l'entrée en matière, on avait parlé du fait que tu étais impressionnant. Humble et passionné. Ben c'est pas mal vrai, impressionnant parce qu'il y a tout un bagage. T'aimes pas le mot carrière, t'aimes pas ces mots-là. Bon, moi, je comprends, t'es dans une génération où ces mots-là, on dit « Ah, ça fait prétentieux un peu », mais quand même, t'as tout un bagage qui est extrêmement intéressant à partager, puis on aurait pu continuer longtemps. La réflexion est intéressante. La réflexion est là. Passionné, on le savait. Et oui, t'es humble. Parce que quand on accepte de partager comme tu partages, ça prend une certaine humilité. Je suis mal placé de toute façon pour pas accepter de partager parce que c'est ce que je demande régulièrement à des gens de me raconter des moments difficiles de leur vie, des moments heureux parfois, mais des moments difficiles aussi. Puis ils le font toujours avec grande générosité. Donc j'essaie d'avoir cette générosité-là moi aussi le plus possible. Alors, merci d'avoir ouvert un petit peu la porte de ta vie personnelle. Ça fait plaisir. D'avoir parlé aussi de ton handicap et comment tu te sens par rapport à ça. Nous, évidemment, c'est très important dans l'objectif de nos balados, même si c'est pas ce qu'on met d'avant. Là, on met pas ça de l'avant nécessairement. Et puis, nous, on a passé un bon moment. Est-ce que je peux dire avec le king du balado? Ça fait un peu king, mais en tout cas... On pourrait ne pas le dire et le penser. Et le penser. Alors, OK, on efface ça. À la réalisation de l'entrevue, justement, Mathieu Tessier qui fait des miracles, généralement. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites, c'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.